l'histoire est injuste. Elle retint les grands empires, ceux qui ont régné, fût-ce un instant fugace, au sommet du monde. Elle se souvient des grandes batailles, des rois et des empereurs. Mais elle oublie bien souvent ceux qui, abandonnés aux recoins du monde, ont traversé d'aussi terribles épreuves. Vous qui avez parcouru Azeroth, ou au moins écouté mes histoires, vous connaissez fort bien les Gurubashis et les Sombres Lances. Mais qu'en est-il des casse-crânes, des scalpes rouges, des brise-lances, des fan-branches, des branches de rasoir, des ouliens ou des razachis? Quittons pour un instant la grande histoire pour raconter le récit de ces acteurs de l'ombre, qui, dans les fissures de la chronique, ont eux aussi participé à façonner Azeroth. Commençons notre voyage par les deux tribus les plus connues des explorateurs d'Azeroth. Et pour cause, leur destinée fut intrinsèquement liée à celle des jungles de Stranglerance. On ignore l'origine exacte de ces clans des trolls des jungles. Il se peut qu'ils furent de loyaux serviteurs de l'Empire Gurubashi, depuis l'époque des Garzakir jusqu'aux ténèbres sanglantes de Dakar. À moins qu'ils ne se détachèrent que bien plus récemment de la glorieuse tribu impériale. En effet, le règne du Loa du sang ébrécha les solides fondations de l'Empire Gurubashi. La soif de sang qu'il infusait dans l'esprit de ses sujets se libéra sous la forme d'une ivresse guerrière, d'un désir aveugle de violence et de destruction. Lorsque, vaincus par les Andalari, les fidèles Dakar se dispersèrent dans les bois, nul ne pouvait plus contenir ce désir ardent de brutalité. Les tribus des casse-crânes et des scalpes rouges refusèrent de renouveler leur serment auprès des Gurubashi qui avaient fait le spectacle de leur faiblesse. Les deux tribus, ainsi libérées de leur vassalité ancestrale, tirèrent les armes et se livrèrent une guerre impitoyable pour le contrôle des terres. Leur folie meurtrière fut telle qu'elle causa l'exil de deux plus petites tribus, les Sombres Lances et les Brise-Lances. Les casse-crânes occupent les ruines au sud-est de la vallée de Stranglerance. On peut aisément les reconnaître à leur crinière teintée de bleu. Couleur naturelle ou teinture tribale, elle fait la fierté de ces guerriers, un emblème corporel qui oppose immédiatement toute intégration des étrangers. Ils ont élu domicile dans les vestiges de l'antique cité de Zul'Mamwe, entourée presque de tous les côtés par d'infranchissables cimes. C'était un emplacement stratégique, en plein cœur de la péninsule. De là, leurs chefs organisèrent la conquête des ruines environnantes, dans une quête effrénée de nouveaux territoires pour abriter une tribu trop nombreuse pour ses quelques ressources. Anatek le Cruel régnait sur le clan d'une poigne de fer, et il fallait au moins cela pour le préserver. Les casse-crânes ne manquaient point d'ennemis. Les trolls, qu'ils fussent de la tribu rivale des Scalpes Rouges ou de l'ancienne suzeraine des Gurubashi, désiraient tous s'arroger l'entièreté des jungles et de leurs ressources. Et depuis l'effondrement de l'Empire, d'autres races étaient venues s'installer dans la pénombre des forêts. Le clan Ogre Moshog s'empara d'une large partie du territoire casse-crâne, tandis que les gobelins du cartel de la capitale Risk dévastèrent les forêts plus au nord. Et à cela, il fallut bientôt ajouter les incursions de la Horde et de l'Alliance, toutes deux soucieuses de prendre ces régions stratégiques au sud du continent oriental. Malgré cela, les casse-crânes refusaient toute alliance. Lorsque les Atalaï reprirent possession de Zul'Gurub pour y invoquer le Loa funeste Akar, ils dépêchèrent un émissaire auprès des casse-crânes. Peine perdue. Anatek refusait de se soumettre une nouvelle fois à un peuple étranger. Pour seule autorité, et encore, il ne reconnaissait que les Andalari, où la tribu entretenait un ambassadeur. Leur volonté d'indépendance leur permit au moins d'échapper à la tragique destinée des Gurubashi. Envoûtés par les fidèles Dakar, les seigneurs de Zul'Gurub se laissèrent emporter dans une guerre qui ne leur laissait aucune place au triomphe. La Horde déchaîna ses forces sur l'antique capitale et brisa les légions du Loa impie. Toutefois, il en fallait bien davantage pour détruire l'influence néfaste d'Akar, de ses serviteurs et de la tribu Gurubashi. Ceux-là parvinrent à reconstruire leurs forces. Mais cette fois, nulle place pour la diplomatie. Tandis que le prêtre Venoxys déchaîna des armées de serpents sur les avant-postes tant des humains, des orques que des trolls infidèles, le paria Zanzil fit usage d'une arme plus subtile pour rallier le clan insoumis. Il enchaîna l'esprit d'un certain Yeniku, fils du chef de la tribu Sombre-Lance, pour s'en servir comme d'une arme perfide. Il ordonna au jeune troll de renverser le chef des casse-crânes. Il n'en eut pas le temps. En effet, les agissements cruels de la tribu avaient agacé au plus haut point les grandes factions qui, désormais, régissaient Azeroth. Qu'elle portât le pavillon de l'Alliance ou la bannière de la Horde, importe peu. Une expédition perça les défenses de Zul'Mamwe et oxy le seigneur Anatek. La mort brutale de leur chef força la tribu au repli. Dispersés dans les vestiges de l'antique empire Gurubashi, ils ne firent plus parler d'eux, et nul ne sait ce qu'ils préparent à présent.
la tribu Scalpe Rouge est peut-être la rivale mortelle des Casse-Crânes. Elle est surtout une jumelle qui partagea l'essentiel de son histoire. À la différence de leurs ennemis, ils arborent une tignasse rouge comme le sang. C'est d'ailleurs cette teinte éclatante qui donna son nom au clan. À l'instar des Casse-Crânes, leur histoire se perd dans les méandres brumeux de la longue histoire des trolls des jungles. Et eux aussi se séparèrent du clan souverain Gurubashi lorsque ce dernier échoua à défendre l'Empire. Les Scalpes Rouges trouvèrent refuge loin de Zul'Gurub, dans les ruines tentaculaires de Zul'Kunda, à l'extrémité septentrionale de la jungle de Stranglerons, en bordure de l'océan. De là, adossés à la mer, ils eurent tout loisir de s'emparer des territoires à l'ouest de la vallée. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans une guerre féroce pour la jungle et ses ressources, contre toutes les autres tribus trolls, mais aussi les royaumes étrangers qui, bientôt, ne manqueraient point de s'immiscer dans ces forêts. Ainsi, lorsque le royaume de Hurlevent s'étendit au nord des montagnes, la tribu Scalpe Rouge se retrouva en première ligne face à ce nouvel adversaire. Ainsi, quand des paysans humains, affamés de terres à cultiver, entreprirent de conquérir les franges septentrionales de Stranglerons, c'est le territoire des Scalpes Rouges qui subit les premières escarmouches. La menace fut repoussée, avec l'aide des autres tribus, bien obligées de s'unir contre le danger d'une hégémonie humaine. Mais les Scalpes Rouges étaient meurtris par les assauts étrangers. Puis une fois encore, ils furent en première ligne face aux incursions des orques de l'orbite sanglante, au moment de la Première Guerre. Affaiblis, ils ne purent empêcher les ogres du clan Moshog de prendre possession des ruines de Misja, au sud de leur territoire. Ils ne parvinrent pas non plus à empêcher l'installation des Murlocs branchibistres dans les ruines immergées de Kalai. Pire encore, comble de l'humiliation, une poignée de chasseurs nains plantèrent leur tente tout près de Zul'Kunda, au pied du bastion des Scalpes Rouges, pour chasser leur gibier. Le chef Ganzula puisa dans toutes les ressources de sa tribu pour reprendre la main sur ses terres, en vain. Il périt avec honneur sous les coups de ses ennemis. Ces guerriers purent toutefois exercer une cruauté vengeresse sur le seigneur sanglant Mandokir. Ce dernier avait prêté serment à Akar et participé à son invocation dans les ruines de Zul'Gurub. Mais vaincu par les soldats de la Horde, il tomba entre les mains des Scalpes Rouges, alors en quête de victimes pour éponger leur colère. Torturé, il périt dans les ruines de Balal. Retrouvé par ses fidèles, son crâne allait toutefois lui permettre de revenir parmi les vivants. En effet, le seigneur sanglant et ses loyaux serviteurs firent preuve d'une ironie à leur image, cruelle. Ils s'emparèrent de la dépouille de l'ancien chef Scalpe Rouge pour y glisser l'âme de Mandokir. Certes, il tomba une nouvelle fois, à peu près pour la même raison que la première, mais cet outrage dut marquer les mémoires de la tribu occidentale. D'ailleurs, nous ignorons qui succéda à Ganzula, à la tête des Scalpes Rouges. Toutefois, une rumeur évoque la curieuse influence d'un élémentaire aquatique sur le clan. Un certain Nayas, l'un de ces élémentaires qui rôdaient sur les îlots au large de la côte occidentale, avait infiltré la tribu et confié au mystique troll un fragment de sa magie. Ainsi, quelques sorciers de la tribu ajoutèrent à leur parure des tablettes et talismans inscrites de formules en Kalimag, la mystérieuse langue des élémentaires. Qui sait si ces pouvoirs sauront faire la différence dans cette guerre sans fin pour la domination de Stranglerons. Nayas, lui, finit par attirer l'attention d'aventuriers intrépides, qui le passèrent au fil de l'épée. Voici où s'arrête l'histoire connue des Scalpes Rouges. Tout comme les deux tribus que nous venons d'aborder, les Briselances quittèrent leur foyer de Stranglerons lorsque l'empire Gurubashi, corrompu par les pouvoirs impies d'Akar, sombra dans l'abîme. Débuta alors une guerre mortelle pour le contrôle des maigres ressources de la jungle de Stranglerons. Il n'y avait, hélas, pas assez de place pour tous. Et à la différence des Casse-Crânes et des Scalpes Rouges, les Briselances ne partageaient pas ce goût immodéré pour la violence et la cruauté. Durement frappés par le conflit, soucieux de préserver leur existence, les trolls Briselances se résolurent à l'impensable. À un moment que les chroniques ne mentionnent guère, ils embarquèrent sur les flots inconnus de la Grande Mer et naviguèrent loin, très loin de leur foyer, de la terre de leurs ancêtres. Leur périple s'acheva de l'autre côté du monde, sur les rivages oubliés de Kalimdor, dans les profondes forêts de son rivage. Cette terre était celle des elfes de la nuit, les ennemis millénaires de la race des trolls. Toutefois, plutôt que de tirer l'épée, les Briselances choisirent le chemin de la paix. Un chemin qu'aucun de leurs semblables n'aurait osé emprunter. Ils ne venaient pas en conquérant, ils venaient trouver un havre de paix. Les elfes de la nuit laissèrent aux trolls le droit de parcourir leur terre. C'est ainsi qu'ils trouvèrent ce foyer qu'ils avaient tant désiré. C'était une petite vallée, enceinte de montagnes.
les Brise-Lances y fondèrent leur village, et, puisqu'ils ne revendiquaient aucune autre terre, cohabitèrent en paix avec les elfes. En vérité, les deux peuples n'échangeaient que peu, les trolls préférant une vie recluse loin des tumultes du monde. Tout changea lorsque le cataclysme d'Eldemort ébranla les montagnes. Les soubresauts de la montagne percèrent une faille entre la vallée, jusqu'alors isolée, et les forêts elfiques en contrebas. C'était une grotte étroite et tortueuse, mais son existence seule suffisait à fracturer l'équilibre sur lequel reposait la cohabitation des trolls et des elfes. Loin de là, dans la forteresse d'Orgrimmar, le belliqueux Garrosh, depuis peu chef de guerre de la Horde, se tordait l'esprit à échafauder un plan pour s'emparer des terres elfiques, rallié à son ennemi, l'Alliance. Il envoya un émissaire auprès de la tribu Troll, dans l'espoir de les ajouter à ses forces de conquête. Peut-être que l'émissaire fut particulièrement convaincant, ou bien le cataclysme avait durement affecté les ressources de la tribu, ou encore, leur chef actuel, Jorkil le faucheur d'âmes, était bien moins prompt à la coexistence pacifique avec l'ennemi ancestral. Qui sait? Quoi qu'il en soit, le paisible clan accepta la proposition du chef de guerre et brisa la paix qui avait, jusqu'alors, assuré leur survie en plein territoire elfique. Tandis que les forces de la Horde tenaient occupées les troupes elfiques dans les forêts méridionales d'Orneval, les trolls prirent de surprise les maigres défenses de son rivage et, à revers, s'enfoncèrent dans le dos des elfes de la nuit. Le succès de l'offensive était une chose, mais maintenant que les elfes étaient conscients de la menace, ils n'allaient pas tarder à rameuter plus de combattants pour refermer la brèche. Il fallait agir vite, avant que la petite tribu et sa poignée de guerriers ne soient submergés. À cette fin, les trolls établirent un campement fortifié à la sortie de la grotte qui menait à leur village, de quoi ralentir la contre-offensive des elfes. Puis, ils établirent un port de fortune, le long du rivage, un peu plus au nord. De là, la Horde pourrait leur envoyer des renforts et solidifier la conquête de son rivage. Hélas, les elfes réagirent plus promptement que prévu. Sandria Tombelune prit la tête d'une troupe de sentinelles, l'élite des guerrières elfes de la nuit. Elle ouvrit une brèche dans les défenses trolls, trop éparpillées entre leur village et le port un peu plus loin. De là, les combattants de l'Alliance taillèrent un chemin dans le sang, jusqu'à la grotte dans laquelle le chef Jorkil s'était réfugié. Son trépas signa la fin de la bataille. Les survivants se dispersèrent dans les forêts et les montagnes. Certains trouvèrent refuge auprès de la Horde. Quelques années s'écoulèrent. La paix retrouvée entre l'Alliance et la Horde permit à certains Brise-Lances de retrouver le chemin de leur foyer. Les elfes étaient méfiants, mais aux prises avec d'autres adversaires, ne voulaient entraîner l'Alliance dans une nouvelle guerre. Hélas, la guerre revint tout de même. La reine Banshee, Sylvanas, nouvelle souveraine de la Horde, reprit les projets de Garrosh avec plus de force encore, déterminée à expurger Kalimdor de toute empreinte de l'Alliance. Les Brise-Lances, qui s'étaient joints à la Horde, furent d'un grand recours. Maîtres du terrain, ils guidèrent les troupes de la reine Banshee dans les profondes et hostiles forêts des elfes. Mieux, ils parvinrent à rallier une nouvelle fois le village Brise-Lance à l'effort de guerre de la Horde. Par malheur, ils avaient, une fois encore, choisi le mauvais camp. L'Alliance assaillit le village depuis les cieux, et Sylvanas perdit la bataille de son rivage. Toutefois, cette fois, les elfes de la nuit épargnèrent le village, à condition que son nouveau chef, le pacifique Ossesso, signe la paix. Pour le bien de son peuple, il accepta. Mais fidèle à la Horde, il s'impliqua de tout son être dans la reconstitution de son village, espérant un jour pouvoir répondre à l'appel de ses alliés, quel que soit l'ennemi. Pourvu toutefois qu'il ne s'agisse plus des elfes. Ces trolls, à l'instar de leurs frères Sombrelance, sont pétris d'un désir de paix et d'harmonie. Les Brise-Lances ne sont pas des guerriers sanguinaires. Ils ont été entraînés dans des conflits dont ils ne mesuraient pas l'ampleur. Ce sont, au contraire, des êtres animés par la connaissance. Ils entreposent dans leur village des dizaines et des dizaines de tablettes recouvertes par le savoir de leur peuple. Ils dansent en l'honneur des Loa et des esprits de leurs ancêtres. Les deux guerres ont profondément meurtri la tribu Brise-Lance, qui espère désormais rebâtir un havre harmonieux dans la paix et la concorde. Bien entendu, leur ambassadeur en Zuldazar fut l'un des rares à approuver l'adhésion de l'Empire Zandalari à la Horde. Voici que nous avons exploré les quelques tribus connues des trolls de la jungle. Peut-être en reste-t-il encore quelques-unes, inconnues, sur des îles tropicales de la Grande Mer. Par exemple, la petite tribu des Fanbranches et Craintes des Marins. Ces trolls avides et brutaux, menés par une certaine Gourtanil aînée, sillonnent les petites îles de la Grande Mer pour en extraire les filons d'Azérite, ce sang d'Azeroth cristallisé aux pouvoirs incroyables.
Connaissant le goût des trolls des jungles pour les rituels impies, ce qu'ils pourraient faire de ce pouvoir donne froid dans le dos. Nous connaissons aussi une poignée de trolls présents dans les hautes terres de Khazmodan, bien que nous en ignorons jusqu'au nom. Sombrelance, Casse-Crâne, Scalpe Rouge et Brise-Lance portent tous une part de l'héritage de ce peuple millénaire. Les Casse-Crânes et les Scalpes Rouges, imprégnés par les années sous la domination du loi du sang, sont de redoutables guerriers qui cultivent la violence et la brutalité comme des arts de vivre. Les Fanbranches, eux, explorent les océans à la recherche de trésors oubliés. A l'inverse, dégoûtés par tant de destructions et de vies gâchées, les Sombrelances et les Brise-Lances entreprirent un long exil semé d'embûches pour trouver un avenir paisible en Azeroth. Leurs chemins les conduisirent à de nombreuses épreuves et à des conflits meurtriers, et à des pertes effroyables. Mais sous la protection de la Horde, ils parvinrent à leur but. Cependant, notre voyage est encore incomplet. Si nous ne connaissons à ce jour aucun autre clan troll des jungles en Azeroth, le passé renferme encore bien des secrets que nous allons percer à jour. Plongeons donc dans les tréfonds de l'histoire d'Azeroth. Nous voici à une époque très lointaine, où le monde connu était encore uni en un seul continent. Où les trolls dominaient encore cette Azeroth balbutiante. Le territoire des Gurubashi s'étirait alors le long d'une longue bande de terre sur presque toute la largeur du continent. Très loin de Zul'Gurub, ils édifièrent la cité de Zul'Farrak, de sorte à y affermir leur pouvoir. Hélas, c'est l'inverse qui se produisit. La région fut peu à peu isolée du pouvoir central. C'était si loin que les décisions et les édits mettaient des semaines à parvenir de Zul'Gurub à Zul'Farrak. Les trolls y vénéraient même d'autres lois. Cette fracture s'approfondit encore lorsque l'Empire des Elfes annexa de larges portions de la Terre des Trolls. Puis vint la catastrophe. Alors que les démons pleuvaient en Azeroth, que les elfes se déchiraient pour l'avenir du monde, le continent unique fut brisé. Une mer sans fin prit place à l'endroit des vallées et des plaines de la Kalimdor d'antan. Les deux extrémités du domaine des Gurubashi se retrouvèrent irrémédiablement séparées. À l'ouest, loin de Zul'Gurub, la tribu des branches de rasoir était livrée à elle-même. C'était une indépendance non par choix, mais par la fatalité. Pire. Bientôt, les vertes forêts disparurent au profit d'un désert aride. Les dunes de sable recouvrirent les jungles d'antan. Elles ensevelirent les cités d'autrefois. Le soleil flétrit la peau des trolls, inadaptés à ce nouvel environnement. La plupart des autres races n'auraient pas survécu à un tel changement. Mais nous parlons de trolls. Ils se sont adaptés. Leur chair, creusée par l'air sec, prit une robe jaune pâle, couleur de sable. Ils apprirent à domestiquer ces terres infâmes et à en devenir les maîtres. Bien sûr, l'histoire de ces trolls des sables ne fait que commencer. Nous y reviendrons très bientôt. Pour aujourd'hui cependant, je me limite aux trolls des jungles, dont les enfants de Tanaris ne faisaient certainement plus partie. Vous aimez l'archéologie ? Moi j'adore. On ne sait presque rien des tribus Zul'Gyen et Razashi. En vérité, elles n'ont laissé pour empreinte que ces pièces de monnaie utilisées par les commerçants de Zul'Gurub. Qualifiées de pièces des tribus, elles portent la mémoire de peuples oubliés par l'histoire. Ce sont très probablement d'antiques clans, peut-être même antérieurs à la Grande Fracture. Si ce n'est ces quelques pièces de monnaie, la faune de Strangleron s'en porte encore un fragment de mémoire. Des variétés de panthères, de tigres, de poissons ou encore de crochylisques sont désignés sous le nom de Zul'Gyen, tandis que Razashi fait référence à des raptors et des serpents de la jungle. Le glorieux empire des Gurubashi s'est effondré. Un nouvel âge a débuté pour les trolls des jungles, l'âge des tribus. Les Casse-Crânes, les Scalpes Rouges, les Brise-Lances, les Sombrelances et même les trolls des sables ont porté les fragments de l'héritage des Gurubashi. Ils ont semé leurs villages partout en Azeroth et se sont fondus dans les grands rouages de l'histoire. Mais hélas, cette histoire est condamnée à rester incomplète. L'histoire est cruelle. La tragique destinée des Zul'Gyens et des Rasshari nous donne une leçon aussi simple qu'implacable. Il ne reste de ces peuples qui ont vécu, peut-être édifié des édifices monumentaux, mené des guerres héroïques et façonné l'Azeroth de leur temps, que leur nom érodé sur des pièces abandonnées. Voici tout ce qu'il reste de peuples entiers, et voici peut-être tout ce qu'il restera de nos mémoires, lorsque les siècles auront émoussé jusqu'au nom de nos royaumes. Les trolls ont toujours fait partie du paysage d'Azeroth, ou presque. Ils se sont dissimulés dans leur jungle sauvage, parfois au point de se laisser oublier. Peut-être que, quelque part, sur une île inexplorée, au tréfonds d'une jungle méconnue, dans une vallée perdue, d'autres tribus attendent encore de rentrer dans nos chroniques, dans nos livres d'histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas,
Laissez un commentaire, un j'aime, un boost et, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous pour écouter mes prochains récits en Azeroth. Nous avons encore bien des histoires à raconter, bien des cartes à explorer, bien des peuples à visiter. D'ici là, portez-vous bien.